Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans ce deuxième numéro déjà, un mois plus tard, deuxième numéro de Roll You Fool, notre podcast dédié aux jeux de rôle dans tous leurs états. Je suis toujours accompagné de notre maître à tous, de notre savant, de notre sachant, j'ai envie de dire. Styr, salut Styr. Salut sectaire. En fait, je commence à me bourreler. Mon ego est en train de se bourreler. Il va bientôt finir par m'étouffer complètement. Je te remercie pour toutes ces libations. Alors à nouveau, même propos. Oui, amateur éclairé. Loin de tout ce qui peut être fait sur les recherches universitaires qui ont été faites sur ce propos-là. Bien Mais entendu, notre but étant d'être amusant, pas d'être chiant. Voilà. Oh, tout de suite l'agression envers nos pauvres amis qui essayent tant bien que mal de comprendre aussi un peu ce phénomène, mais à leur manière. Exactement. Nous sommes donc dans ce deuxième épisode où nous allons continuer à parler des livres dont vous êtes le héros. Nous nous sommes arrêtés sur les défis fantastiques et sur les tropes qui étaient répétés et répétés à l'envi, voire jusqu'au dégoût, pourraient dire certains. Et nous allons continuer à vous parler donc de ces livres dont vous êtes le héros, de leur évolution, puisque, eh bien, il en sort encore de nos jours. Donc ça fait maintenant 40 ans, hein, et que continue. C'est un genre littéraire à part entière, je pense, maintenant, et qui est devenu, qui intéresse encore des gens. On a beaucoup parlé de Gallimard dans le précédent podcast, mais il faut se rendre compte à quel point ça a été un succès, ce genre a été un succès, qui a été repris et décliné par de nombreux éditeurs qui ont essayé de le faire, ou simplement utilisé comme, on va dire, un peu outil ludique. Certains se souviendront peut-être dans le journal de Mickey, les Picsou Magazine, où on avait ça. Des déclinaisons plus précisément aussi pour les enfants, ceux qui ont fréquenté leur CDI dans les collèges ou les bibliothèques se souviennent un peu de cette collection qui était toujours intitulée de la même manière, La jungle au sans péril, Le manoir au sans mystère, ce genre de choses, donc qui étaient des ouvrages graphiques qui étaient, je m'en suis souvenu au moment de réaliser ce podcast, et vraiment c'est revenu comme une Madeleine de Proust, donc pour ça que je les mentionne. Et il y a eu un véritable phénomène autour de ça. J'avais vu un témoignage qui raconte au Salon du Livre, alors je sais plus si c'était Salon du Livre ou si c'était autre chose, mais il y avait Steve Jackson et Ian Livingstone qui étaient venus dédicacer, et en fait il y avait plus de gens à leur stand que sur les stands, les autres stands d'auteurs, on va dire classiques, parce que c'était un peu à la même époque, un peu le même phénomène qu'il y a eu avec Harry Potter. Les livres dont vous êtes le héros, d'ailleurs, qui ont, comme tu dis, ça a essaimé dans tout à partir de ça, on va dire en tout cas en Europe, ça a essaimé un peu dans tout un tas de directions, et notamment évidemment, vous vous en doutez, comment on peut dire. Les éditions classiques, les éditeurs classiques se sont dit « Hey, mais dis donc, il y a de la maille à se faire un peu là quand même, on dirait bien ». Très clairement. Et ont commencé à arriver alors tout un tas délirants de comment on peut dire d'exploitation, puisque vous avez eu les Indiana Jones en livre dont vous êtes le héros, vous avez eu les Star Wars en livre dont vous êtes le héros, vous avez eu des exploitations donc de films mais en livre dont vous êtes le héros, enfin des franchises, tout simplement. Et vous avez même eu des livres dont vous êtes le héros érotique. Alors ça, je viens de le voir maintenant, mais a priori, il y a eu des livres dont vous êtes le héros érotique. Forcément, de toute façon, à partir... Où était-il, j'ai envie de dire. Et comment ça se fait que ça n'ait pas commencé par ça? Normalement, un média commence toujours par l'érotisme. Le truc, c'est que on avait dit au début que pour Gallimard et pour les enfants, l'achat de ces livres dont vous êtes le héros était souvent en disant regarde, c'est un livre, on peut l'acheter, etc. C'est pas un jeu, c'est un livre. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des éditeurs qui eux vont vraiment rentrer dans ce discours-là avec une volonté de dire bah oui, en fait, c'est éducatif. Donc on va avoir un éditeur français qui est connu pour ça, qui est Nathan, qui va sortir toute une série de livres. Et ce qui est magnifique dans ce livre de Vous êtes le héros, c'est que ils sont catalogués en fonction du niveau d'études. Donc livre dont vous êtes le héros, du CE2 au CM1, et vous pouvez jouer. Donc et avec ça à côté aussi tout ce qui va être un peu plus vendeur sur l'aspect historique. Venez découvrir l'époque, soyez un chevalier à l'époque, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ça va glisser au fur et à mesure, le livre dont vous êtes le héros va glisser vers
presque dans le domaine public. Enfin, quand je dis dans le domaine public, ça va passer d'un côté très niche, très, comme tu disais, l'enfant qui joue ou l'adolescent qui va jouer avec ses petits personnages, avec ce côté médiéval fantastique, avec ces femmes guerrières en bikini et ces hommes aussi en bikini. D'ailleurs, tout le monde est en bikini, en train d'affronter des méchants sorciers. Et on va aller de plus en plus vers une banalisation du principe, puisque ça va même être utilisé, alors ça je ne savais pas, je l'ai appris un peu en regardant, en préparant cette émission, ça va même être utilisé, les jeux de rôle, dans les agences de recrutement, s'il te plaît, dans les années 90-2000. Mignon ça, effectivement. Bonjour, vous êtes devant votre patron, vous demandez une hausse de salaire ou vous vous inclinez? Rendez-vous page... hausse de salaire, rendez-vous page 14. Ah. C'est ça. C'est pas tout à fait comme ça. Mais au même titre que le jeu de rôle, on le sait, va arriver en entreprise pour simuler des choses, ils vont se servir des livres dont vous êtes le héros dans des espèces de fascicules pour préparer l'entretien. Alors ça s'est fait beaucoup aux États-Unis d'après ce que j'ai vu et un peu en France, où pour préparer l'entretien on vous donnait un fascicule et ce fascicule c'était alors évidemment tu te doutes très succinct et puis il y avait peut-être une 50aine d'entrées maximum, mais il fallait préparer son entretien. Je vais page 14, je vais numéro 16, je vais au 18, voilà, et ça vous donnait une fin qui était une fin, vous avez bien préparé votre entretien, ou alors vous avez été complètement nul, quoi. Donc c'était assez étonnant. Il y a eu aussi des tentatives dans la bande dessinée, des bandes dessinées dont vous êtes le héros, où là ça a été alors je sais pas si toi tu en as fait, j'ai essayé, c'est pas génial. Non, je l'ai pas fait, et pour une raison qui est assez simple, c'est que pour moi le livre dont vous êtes le héros est attaché à cette notion de livre. Pour moi la seule exception, c'est vraiment ces livres, ces jungles au sans péril, parce que d'abord c'était chez l'éditeur une volonté vraiment de toucher les enfants, de toucher. On va éviter ce terme, toucher les enfants, ayant pour cible, on va dire public, des enfants en bas âge, donc qui n'ont pas encore la maîtrise de la lecture, et c'est presque en fait des livres qu'on joue avec les parents. Et il fallait sur une double page trouver un sentier, trouver un chemin, etc., etc. Donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même optique qu'une bande dessinée où très clairement là on va être là-dessus. Et pour moi, c'est vrai que ça me parlera moins. Peut-être qu'il y en a des... Très bizarre. C'est très bizarre parce que aller à la case 72, tu vois, c'est un truc, avec une BD, j'ai pas le... Alors, c'est peut-être moi, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est absolument génial. Venez sur le Discord nous parler, venez sur le Discord de Pragmastic pour venir, pour nous parler de vos expériences. Mais plus sérieusement, il y a eu ces essais-là. Moi, j'ai pas été, voilà, pas plus. J'avais essayé pour pas mourir idiot, mais sans plus, quoi. Il y a eu également alors ça, tu as peut-être été au courant. Il y a eu également des livres dont vous êtes le héros, enfin déclinés, parce que c'est même plus des livres dont vous êtes le héros, jouables à 2. Je sais pas si tu as eu... Et je les ai beaucoup aimés, moi, ces livres dont vous êtes le héros, jouables à 2. On avait parlé dans les précédents podcasts, on a fait un peu le tour de ceux qui nous avaient marqué dans la série Défis et Sortilèges. Et cette série-là, donc, qui avait pour nom... j'essaye de retrouver ça. C'était pas Destin... Défis et Sortilèges, c'est ça. Ah, si, c'était Défis et Sortilèges, c'est ça. Et donc, à chaque fois, il y avait un tome pour un joueur, et en fait il y avait la première série c'était 4 tomes, chacun des participants, chacun des joueurs choisissait son tome, et ce qui était assez intéressant c'est que dans chaque tome il y avait des entrées spécifiques pour les tomes de l'autre joueur, et ça permettait en fait de pouvoir jouer à 2. Et comme je l'avais précisé, moi j'ai découvert les livres dont vous êtes le héros parce que j'avais des frères aînés. Et alors notamment, je me rappelle avoir fait cette série-là avec mon frère aîné là-dessus. Donc il y avait les 4 premiers tomes, c'était la première série, donc c'était très typé. Hein, t'avais le ménestrel, le chevalier, le magicien, l'alimentaliste. Et puis après, il y en avait une seconde série que je n'ai pas faite. Hein, je ne l'avais pas, et qui était exactement le même principe avec des. Ah si, je l'avais faite aussi. Je me rappelle l'ultime réincarnation. Mais moi, je garde un assez bon souvenir parce qu'en plus, autre particularité de cette série, tu étais dans un monde ouvert.
La Oui, plupart des livres absolument. dont vous êtes le héros étaient très linéaires dans leur reconstruction, très souvent un labyrinthe qu'il fallait remonter pièce par pièce. On pouvait revenir en arrière, etc. Mais là, c'était vraiment, vous aviez votre carte, et on reparlera de ces cartes parce qu'elles vont avoir une incidence extrêmement importante dans les jeux de rôle qui viendront après. Et on pouvait aller différents endroits, se balader, explorer le monde. C'était assez, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Comme série, et l'autre série qui était connue là-dessus et qui va même donner naissance à un jeu de rôle, ça va être Terre de légende. Les Terres de légende, où il y a 2 séries Terre de légende. Alors l'autre c'est une fausse série parce qu'en fait c'est un jeu de rôle, et la première série par contre c'est on joue une équipe en fait, hein, d'aventuriers, ce qui était assez, on joue pas un aventurier mais une équipe d'aventuriers, qui était assez une proposition assez intéressante. Il y a eu également une autre proposition qui qui date des années 80, donc assez tôt dans les jeux de rôle, puisque c'est sorti en France en 86 et que les premiers, on a vu dans le précédent podcast que les premiers livres dont vous êtes le héros sont sortis vers 83-84 en France. Là, c'est peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que ça va te rappeler des souvenirs ou pas. C'est toujours chez Gallimard, toujours avec cette présentation, un livre dont vous êtes le héros, avec ce vous rouge dont on parlait la dernière fois, sauf que là, c'est un jeu dont vous êtes le héros, une aventure à partager en duel, et c'était, il y en a eu 3. Il y a eu les maîtres des dragons, l'as des as, et le shérif et le hors-la-loi. Alors ça, c'est très très particulier. J'ai eu la chance de tomber sur les maîtres des dragons. En fait, vous aviez dans un seul coffret, mais qui était, on va dire, ça avait la taille d'un bouquin Gallimard classique, grand format, quoi, pas poche. Voilà. Dans ce format-là, vous aviez à l'intérieur 2 livrets. Et ces 2 livrets, vous aviez le maître du dragon blanc, par exemple, et le maître du dragon noir. Et ce n'était pas du texte, c'était du dessin. Et on devait se mettre face à face avec quelqu'un. Chacun jouait et disait, par exemple, mon dragon. Alors, il y avait toute une petite histoire écrite juste avant. Et ensuite, mon dragon va tourner à droite. Donc, hop, il tourne à droite. Et puis, alors, il se passe quelque chose. Et là, l'autre personne, qui avait l'autre partie du livret, allait dire, mais moi, je t'affronte, parce que c'était des duels, évidemment. Je t'affronte, je tourne page 14, rends-toi page 14. Alors, hop, vous alliez page 14. Il y avait un autre dessin. Et les dessins correspondaient. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à mettre ça en place, parce que tellement c'était complexe en fait, et ça marchait particulièrement bien. Et ce qui est assez excellent, c'est que nous, évidemment, en France, je te dis les maîtres des dragons, tu dis oui, ok, c'est générique, sauf que c'était sorti en 84 aux États-Unis, et ça s'appelait Dragon Riders of Pern. Ah, Et oui, oui. et oui, et oui. Là, c'est tout autre chose, effectivement. C'est tout autre chose. Et nous étions effectivement dans le monde de Pern. Le monde de Pern, donc c'est un livre, enfin c'est une série de livres d'heroic fantasy de Anne McCaffrey, qui date des années 70, je pense, bien, hein, oui, c'est des romans qui datent des années 70, 60-70 même, et ce sont des livres en fait où les dragons ont une place très importante. Les dragons sont chevauchés par des gens, donc d'où le côté maître des dragons, et il y a toute une histoire avec des filaments qui tombent du ciel, enfin bon bref, et en fait ça reprenait ça. Et c'est très particulier comme univers parce que c'est en fait ça met là pour le coup on sort on pense dragon, on pense médiéval fantastique, mais l'univers des dragons de Pern est complètement hors cadre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans du médiéval fantastique classique. Absolument, et c'était très étonnant, et c'est sorti très tôt visiblement. Et vraiment, ils en ont fait que 3. Alors je ne sais pas s'il en existait que 3 parce que c'est une traduction. Encore une fois, c'est pas Gallimard qui les a fait, hein, comme on disait la dernière fois. Ils ont fait également l'As des As, où là tu joues en fait, c'est pendant la Première Guerre mondiale, donc tu joues un avion. L'As des As, celui-là me dit quelque chose. Par contre, l'As des As me dit quelque chose. Ça, c'est sorti en 86, a priori, hein, toujours d'après ma base de données incroyable. C'est un souvenir genre colonie de vacances, hein, c'est-à-dire pas un livre que j'ai, mais effectivement plus quelque chose que j'ai dû faire quand j'étais... Et en fait, tu joues un biplan allié contre un biplan allemand, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Et, dans une série très similaire, parce que là, tu m'as cité celle-là, il y avait la collection Double Jeu. Absolument, Double Jeu, j'allais en parler, tout à fait. Je t'en prie.
Voilà, donc double jeu en fait là c'est 2 livres dont vous êtes le héros en fait c'était à chaque fois il y avait 2 livres, un joueur joue un livre, l'autre joueur joue l'autre livre et par contre ce qui était intéressant c'est que contrairement à la précédente série qu'on avait mentionnée où il y avait où on était là pour collaborer, dans la série double jeu il est mentionné dès le début, enfin même dans le 4e de couverture, que oui, l'autre joueur, vous allez peut-être le rencontrer, mais ce n'est pas forcément votre allié. Il va peut-être même vous trahir. Hein. Si je prends par exemple le 4e de votre couverture du tout premier, sur votre route, vous rencontrerez Darian le magicien, lui aussi à la recherche de la carrière des rêves. Il sera votre fidèle allié, à moins qu'il n'ait secrètement résolu de vous trahir. Donc on sent que là, c'est pas simplement le rendez-vous à la page 14 qui risque d'être la fin de votre histoire, mais peut-être le coup de couteau dans le dos de la personne qui se trouve en face de vous. Alors ceux-là, je ne les ai pas faits. En fait, je les ai pas faits dans le sens avec un autre joueur, mais ils ont apparemment gardé quand même plutôt ils ont quand même assez marqué, et surtout, moi je me souviens, on a beaucoup parlé de ça, c'est la couverture du tome 3, Coréus le Prince, qui était, enfin ils avaient des couvertures qui étaient très très bien faites, avec des personnages Les couvertures étaient très marquantes. On en parlait déjà dans le précédent podcast, mais les couvertures de tous ça se vendait, tu le disais déjà à ce moment-là. Tu l'achetais la couverture. Voilà, tu achetais la couverture, et les couvertures avaient une importance incroyable à l'époque. La couverture et la 4e de couverture, il fallait que ça vous vende du rêve tout de suite, hein, bien entendu. Il fallait vous accrocher. Encore une fois, parce qu'on n'avait pas de point de comparaison, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de magazine dédié au livre dont vous êtes le héros. Vous alliez pas sur le net chercher les infos. C'était immédiat. Vous étiez à la Fnac, vous étiez dans votre librairie, et puis boum, voilà, il fallait que ça vous parle ou pas. Moi, je pense justement l'importance de ça, même sur des éditions, on se dirait non que ça fonctionnera moins. Et ça, là, je pense que tu la connais, c'est la série des Sherlock Holmes, où tu te dirais Sherlock Holmes, la couverture, voilà. Mais moi, j'ai en tête parce que c'est le seul que j'ai eu en main, c'est le crime du docteur Watson. Et tu voyais effectivement Watson, les menottes avec le Bobby derrière, le crime et avec l'idée, voilà, il faut sauver le docteur Watson, et en plus l'intelligence de cette série-là, c'est que vous n'étiez pas Sherlock Holmes. Hein, voilà. Ce qui fait d'ailleurs penser immédiatement à ce qui s'apparente aussi au livre dont vous êtes le héros, et qui est quand même un héritage direct des livres dont vous êtes le héros, le magnifique et pourtant trop unique Détective Conseil, Sherlock Holmes Détective Conseil, que tu dois connaître. Oui. Qui est tout à fait jouable, qui est un jeu, mais qui est un jeu avec énormément de texte. C'est pour ça que je parle de livres dont vous êtes le héros quand même. Moi, j'y vois une filiation évidente, qui est un jeu avec énormément de texte. Ce n'est que du texte où vous allez aller d'endroit en endroit pour essayer de résoudre une énigme à travers Londres, et où vous allez jouer un des francs-tireurs de Baker Street, donc un des aides de camp de Sherlock Holmes, et où aussi vous pouvez y jouer à seul, vous pouvez y jouer à plusieurs. Alors là, il y a vraiment un côté jeu de plateau, mais que vous pouvez faire tout à fait tout seul, et où tout se passe par le texte. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans les livres dont vous êtes le héros, c'est que tout se passe par le texte. Par le texte, mais pas seulement. On n'a pas mentionné les illustrations, et il y a un truc qui joue énormément, moi, là-dedans, ce sont les cartes, et qui étaient alors c'est surtout moi celles qui m'ont marqué énormément, c'est celle de Loup solitaire. Les cartes qui étaient à peu près aussi le seul moyen de s'imaginer visuellement le jeu, de créer un univers, quoi. Voilà, exactement, mais qu'elle soit entre guillemets sobre, c'est-à-dire un tracé de côte avec là la forêt, là la ville ou quoi que ce soit, ou au contraire extrêmement détaillé, elles jouaient un rôle extraordinairement important. Il y a un géographe français qui est connu, qui s'appelle Yves Lacoste, qui disait les cartes c'est pour faire la guerre, hein, et globalement c'est pour trouver les points d'intérêt, savoir où est l'ennemi, etc., etc. Et ici il y a un peu ça, c'est-à-dire que ces cartes-là en fait elles ont du signifiant. Et pareil, ça c'est aussi l'intelligence à la fois. Alors je sais pas dans quelle mesure Gallimard a joué là-dessus, ou ils se sont simplement contentés de reprendre les cartes qui leur étaient proposées, peut-être un peu des deux. Un soin vraiment particulier a été donné à ces cartes, et ce qu'elles devaient montrer ou ce qu'elles ne devaient pas montrer. Et c'est notamment le cas dans le Loup solitaire, même si on a de très bons exemples ailleurs, où on voyait vraiment puisque le Loup solitaire se déroule dans un seul univers, mais la carte se concentre vraiment sur le passage
la zone de cet univers où vous allez connaître votre aventure. Et il y avait vraiment un soin particulier fait pour représenter les petits villages, représenter les montagnes, etc., etc. Et ça jouait sur un effet de rejouabilité parce que tu faisais ton aventure et donc il y avait une possibilité, tu choisissais un chemin. Et puis à un moment donné, tu regardais la carte et tu voyais un village, tu voyais un endroit où tu n'étais pas passé. Et vous dites, est-ce que je peux? Est-ce qu'on peut, ou à rigueur, même si on va pas relancer, l'imagination prend le pas, on peut se demander, tiens, là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je pense que ça a servi, et je pense pas seulement, hein, puisque moi-même je l'ai fait, beaucoup ont utilisé ces cartes comme support de leur premier jeu de rôle, quelque part pour dire, tiens, voilà, on va se rendre dans ces montagnes, dans la forêt qui se trouve là, etc., etc., qui était présenté à travers cette illustration. Et il y a vraiment, moi, alors, c'est pas quelque chose que le livre dont vous êtes le héros ont inventé, hein. Tolkien a dessiné les cartes de ces mondes, mais ça va avoir un impact très fort dans les jeux de rôle qui vont sortir à côté, puisque, pareil, aucun jeu de rôle qui sort dans les années 90, qui ont un cadre médiéval fantastique ou autre, ne peut sortir sans sa carte, hein. Je pense notamment aux éditions de Stormbringer et de Hawkmoon, où il y avait cette carte dépliante. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous l'ont eu accroché dans leur chambre, qui était la carte des jeunes royaumes ou la carte du tragique millénaire. Que je pense que je connais encore par cœur. C'est difficile, tellement elle a été accrochée au-dessus de mon lit. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes le style graphique de la carte et que tu ouvres un livre dont vous êtes le héros, tu vois par exemple la manière dont les montagnes sont faites, la manière dont le contour sont faits, tu retrouves une parenté. Alors, je vais pas m'avancer à dire tiens ils ont copié ou pas, ou il y a une conjonction qui fait que c'est comme ça qu'on faisait les cartes à cette époque-là. C'est une parenté, il y a un trait qui est commun, et d'ailleurs il y a un trait commun puisqu'on parle un peu de côté artistique de la chose. Ce sont des cartes pour moi qui te laissent libre cours à l'imagination. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui sont pas si détaillées que ça. Si vous regardez donc toujours la carte de sorcellerie, vous avez les collines de Chamutanti. Hein, alors les noms sont à l'emporte-pièce. C'est des collines. C'est juste des traits qui forment des collines. Vous vous démerdez avec ça. C'est ça que j'aime moins dans les jeux de rôle actuels, tu sais, par exemple dans justement les Forgotten Realms et tout ça, où ce sont des cartes, quasiment des cartes réalistes, quoi, presque. Alors, tu vois. ça, il faut voir que dans Donjons et Dragons, il y a un facteur qui joue beaucoup, c'est que tu vas avoir la carte traditionnelle, en fait, la carte telle qu'on s'imagine que les gens dessinaient les cartes au Moyen-Âge, ce qui est faux au passage. Hein. C'est complètement faux. Mais... voilà. Mais dans le cadre dans le cadre de Donjons et Dragons, faut pas oublier que c'est un jeu de rôle qui vient d'un cadre simulationniste. Et donc la carte devait servir de support aux figurines, devait servir de support à d'autres jeux, donc notamment le découpage en hexagone pour savoir combien de jours vous prenez, etc. Et pour moi, c'est une confrontation en fait de deux manières de concevoir le jeu de rôle, le classique, entre d'un côté le simulationniste et le côté narratif. La carte narrative, justement, elle doit avoir ses blancs. Le fameux Here Lies Dragon, qui est essentiel. La carte simulationniste, elle a une fonction, hein, c'est pour faire la guerre, littéralement. Et donc, par conséquent, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est voilà, ça, c'est vraiment. Et c'est deux choses différentes. Par contre, dans les royaumes oubliés, tu vas quand même avoir, notamment la boîte grise. Hein, ils avaient fait quelque chose que j'avais trouvé d'assez amusant, c'est-à-dire que tu avais une carte qui ressemble beaucoup à celle qu'on pouvait avoir dans le livre dont vous êtes les héros, et ils avaient fourni des transparents avec des hexagones que tu collais sur la carte, voilà, et sur lequel tu pouvais après dessiner sur le terrain. Et ça, je trouve que il faut quand même se rendre compte de l'inventivité de la chose, quoi. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est assez fou, c'est important. C'est important. Et d'ailleurs, puisque tu en parles, puisqu'on parle de jeu de rôle, puisque finalement on va glisser, c'est un peu le principe de l'émission, on va glisser un petit peu vers le jeu de rôle un peu plus, puisque ces livres dont vous êtes le héros, ce défi fantastique, Fighting Fantasy en anglais, eh bien, évidemment, est arrivé ce qu'ils ont dû arriver, puisque vous le savez, dans les années 90, en 93, et notamment en Europe, il y a eu et notamment en France, une légère levée de bouclier contre le jeu de rôle, suite à une profanation à Carpentras, qui n'avait strictement rien à voir avec le jeu de rôle, mais qu'on a mis sur le dos des rôlistes. Et tout ça, il faut bien avoir en tête que tout ça, c'est à un moment stoppé. C'est-à-dire que si vous regardez les éditions, vous avez un trou
un trou assez costaud entre, on va dire, 93 et 95-96. Puis après, au bout de 3 ans, ça a recommencé un peu plus. Et est-ce que c'est pour relancer ça ou pas? En tout cas, ça avait complètement disparu de chez Gallimard. En tout, ça avait été vraiment relégué au 15e sous-sol. Je pense qu'en Angleterre aussi, puisqu'ils ont ensuite, par la suite, sorti Fighting Fantasy, le jeu de rôle. Justement. Mais ça, c'est, je crois, beaucoup plus tard, si je dis pas de bêtises. C'est beaucoup plus tard. La sortie du jeu de rôle en lui-même, il me semble que c'est le début des années 2000, hein, un truc dans le genre. Ouais, voilà. Hein. Et en plus, ce qui est assez amusant, c'est que quand tu vas sur la page de l'éditeur, donc de Fighting Fantasy, même le choix du titre Advanced Fighting Fantasy, qui reprend la même idée finalement de Donjons et Dragons, c'est-à-dire que tu avais le Donjons et Dragons qui était un peu très simpliste, etc. Mais maintenant, on va parler. Vous avez grandi avec les livres dont vous êtes le héros. Bah maintenant, vous allez jouer dans cet univers-là. Et du coup, c'est avancé. C'est advanced. Bravo, vous avez grandi. Hein, vous pouvez boire de la bière. Vous pouvez boire de la bière et vous avez donc votre livre à vous. Sur lequel mais vous ils pouvez reprennent quand même. Ils ont repris quand même Enfin, ils ont essayé en tout cas de reprendre un peu. Alors le côté anglais, donc on ne retrouve absolument pas le côté défi fantastique anglais. Donc on ne retrouve absolument pas le lettrage. Une aventure dont vous êtes le héros, etc., ça a disparu, hein, c'est vraiment défi fantastique. Mais ils reprennent quand même cette idée d'essayer de faire un monde cohérent, puisqu'on parlait des cartes. Alors je sais pas, ça c'est toi qui va le savoir en tant que notre grand stratégaire du livre dont vous êtes le héros et du jeu de rôle, mais est-ce que ils ont fait rentrer au chausse-pied les différents livres, Sorcier de la Montagne de Feu, Citadelle du Chaos, etc., est-ce qu'ils les ont fait rentrer au chausse-pied ou est-ce que c'était déjà prévu dans le même monde? C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que comme on l'avait dit au début, ces premiers livres dont vous êtes le héros avaient un côté très conte de fées, c'est-à-dire que le Sorcier de la Montagne de Feu, ça peut être n'importe où. Hein. Je suis quasiment persuadé qu'il doit y avoir 4 ou 5 montagnes de feu dans notre monde à nous. Hein. Et en fait, tout était suffisamment flou pour que ça puisse s'imbriquer par la suite. C'est-à-dire la cité des voleurs, le marécage du désespoir, etc., etc. Donc quand ils ont décidé de publier un livre qui résume l'univers, qui s'appelle Titan, en France c'est chez Scriptarium, qui va amalgamer tout ça. En fait, la seule chose qu'ils ont dû faire, c'est rajouter le liant. C'est-à-dire essayer de dire, ça se trouve dans tel continent, ça se trouve dans tel continent. Voici à peu près les relations qu'il peut y avoir entre chacun de ces univers. Mais ils n'avaient pas besoin, entre guillemets, de faire du chausse-pied parce que c'est comme si demain je te demandais de me rajouter une cohérence entre La Belle au bois dormant et Blanche-Neige. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Hein. Je veux dire, après tout, tu sais pas du tout où ça se passe. Tu sais qu'il y a un roi, une reine, etc. On pourrait même imaginer une chronologie de l'une vient après l'autre, etc. C'est ce que fait d'ailleurs très très bien dans un comics qui s'appelle Fable. Je sais pas si tu connais. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Absolument. Où justement cet univers des fables se retrouve subitement projeté chez nous. Je vais pas trop rentrer parce que c'est très, il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce comics. Il a besoin pour créer ce récit de rendre un peu plus cohérent cet univers de fables et il le fait. Et en fait, l'auteur dit j'ai pas eu trop de problème à le faire parce que justement il y avait un flou artistique lié à la nature de ces contes de fées qui me permettait moi de rajouter la cohérence que j'avais envie de rajouter quoi. Et donc cet univers c'est l'univers de Titan hein, pour lui donner son nom. Il y aura pas mal de clins d'œil d'ailleurs dans d'autres livres dont vous êtes le héros parce qu'on avait parlé de Rendez-vous avec la mort et Rendez-vous avec la mort se passe sur la planète Titan. Hein, par exemple, donc à chaque fois il y aura des points là-dessus. Après, c'est pas le nom le plus original du monde hein, d'avoir choisi Titan, c'est pas non plus. En fait, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est pas le plus original du monde, mais c'est un travers qu'on va retrouver dans tous les jeux de rôle médiévaux. Enfin, c'est un travers, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les univers médiévaux fantastiques. C'est que très souvent les univers médiévaux fantastiques ont un point de départ, c'est-à-dire une ville, un lieu, qui est souvent d'ailleurs l'endroit où la première campagne a lieu. Je pense à Pathfinder par exemple. Et à partir de là, en fait, on va amalgamer. Et Pathfinder, je l'ai pas choisi au hasard, c'est que Pathfinder fait exactement la même chose que le livre dont vous êtes le héros. C'est que, on fait des univers très différents et on va tout mettre ça dans un même univers, dans un gloubi-boulga qui est dans le cas de Pathfinder prend des proportions
épique et assez indigeste. Dans le cas de Titan, en fait, l'avantage de Titan, c'est que l'univers était assez flou à la base, donc du coup intégrer, tu vois, par exemple, un truc qui est tout bête, la cosmologie dans les livres dont vous êtes le héros n'est jamais abordée. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'avant. Il y a tout au plus, on sait qu'il y a eu un vague cataclysme ou que tel roi sorcier a autrefois tenté d'envahir telle région. Mais voilà, il n'y a pas une chronologie fixe. Et du coup, c'est assez, voilà, pour bricoler tout ça, ça va être beaucoup plus facile que Pathfinder où à chaque fois, pour chaque campagne, t'as toute une historique et quand il a fallu recombiner tout ça, je pense qu'ils ont dû s'amuser beaucoup plus, ou ils ont dû dire Osef et puis hop, ça va passer quoi. Alors, ce qui est étonnant, et ce qu'on disait dans le précédent numéro, dans le précédent podcast, c'est que il va y avoir effectivement ce jeu de rôle Fighting Fantasy, donc défi fantastique en France. Alors, pas vraiment, puisque comme on l'a vu, ça va être défi fantastique, médiéval fantastique, attention, il ne s'agit pas d'aller... voilà. Mais donc, les Fighting Fantasy, et puis il va y avoir le jeu de rôle qui va sortir sur Loup Solitaire. Lui aussi va avoir son propre jeu de rôle. Et là, attention, c'est là où on s'aperçoit bien qu'effectivement, on était à l'origine dans des séries qui étaient faites par des éditeurs différents. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, se coordonnent pas du tout, contrairement à nous en France où il y avait Gallimard qui avait mis la main là, sur tout le bazar. Dans le cas de Loup Solitaire, eux vont en plus capitaliser sur une chose, c'est que l'univers de Loup Solitaire qui était dans les bouquins était déjà, entre guillemets, avait déjà sa cohérence, avait déjà ses lieux. En plus, tu sens que très rapidement, les cartes qui te sont proposées dans les livres, en fait, tu peux les coller les unes aux autres pour avoir le monde, puisque ton personnage va se balader dans ce monde-là. Donc, en fait, il y avait déjà une volonté d'avoir un monde cohérent dès le début. Et dans le cas de Loup Solitaire, on se retrouve avec une approche qui était un peu plus celle de TSR, quand ils ont commencé à faire toutes leurs publications, Dragonlance, etc., c'est-à-dire d'avoir une idée assez concrète de où on va dès le début, et après fragmenter le lot. On va rentrer maintenant, si tu veux bien, dans l'utilisation gallimarienne, on va l'appeler comme ça, l'utilisation gallimarienne du succès plus ou moins relatif. Alors je n'ai aucune idée, par contre peut-être toi tu les as, je n'ai aucune idée des chiffres de vente de l'époque. Je ne sais pas si c'est un succès d'estime, si c'est un succès commercial, je n'en ai aucune idée de ces livres dont vous êtes le héros, de ces défis fantastiques. J'imagine, vu que ça a duré des années, que ça a dû quand même à peu près marcher, que ça devait se vendre, parce que sinon... il y a eu un succès limité, et puis de toute façon on le voit à travers, comme on avait parlé déjà, le fait que tout le monde va essayer d'en faire, enfin... Voilà. À leur manière. Maintenant, à un moment donné, c'était fragile, et effectivement, dès qu'il y a eu le coup de butoir sur le jeu de rôle de manière générale, je pense aussi qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué, parce que dans les années 80, tout le monde n'avait pas accès à l'ordinateur, etc. Le jeu vidéo a beaucoup cassé Voilà, le jeu vidéo ou a accompagné, ou peu importe, mais dans tous les cas, ça a entamé les ventes. Et Gallimard a sorti sa calculette, tout simplement, a dit voilà, c'est bien, vous êtes bien gentil, mais on va passer à autre chose. Et oui, de toute façon, le jeu vidéo a été un coup de boutoir, ça c'est une évidence. Déjà, le jeu de rôle a failli ne pas s'en remettre aussi de ça, parce que ça a été un phénomène quand même assez mondial, le jeu de rôle, enfin en tout cas occidental, le jeu de rôle qui d'un coup, dans les années 90, marque un gros arrêt, et c'est concomitant avec le jeu vidéo et son explosion, bien entendu. Notamment les consoles, puis l'ordinateur qui devient tout à fait un palier, avec des gens d'ailleurs qui ont commencé le jeu de rôle en commençant à jouer aux jeux vidéo Baldur's Gate, donc là on pourra en parler un jour, ça c'est très très drôle aussi, et donc, puisqu'on parle des livres dont vous êtes le héros, il y a eu ces deux phénomènes qui sont pas arrivés exactement au même moment, ces deux phénomènes français pour le coup, avec cette volonté de Gallimard de synthétiser, comme on peut dire, d'agréger tout ce qui existe quasiment en livre dont vous êtes le héros et en jeu de rôle, et je pense bien entendu à L'Œil Noir et à L'Épée de Légende, deux moments différents, deux moments à, je crois, 6 ans d'écart, quelque chose comme ça, il me semble, 5-6 ans d'écart, pour les éditions, et oui c'est ça, puisque c'est 87 l'épée, 90 pour la traduction française Gallimard, l'épée de légende, et l'œil noir c'est 84, donc c'est ça, on est à 6 ans d'écart, et l'œil noir c'est ce jeu de rôle allemand, qui lui pour le coup est un vrai jeu de rôle. Connu en France par Jeu Schmitt.
hein, ça ne s'invente Voilà. pas. Connu en France d'abord distribué par Gallimard, puis par Schmitt, puis par Gallimard derrière. Et L'Œil Noir, donc, était à la base un jeu de rôle, tout ce qu'il y a de plus classique, même si c'est un jeu de rôle allemand. C'était donc un jeu de rôle avec des aventures que vous devez jouer à plusieurs, etc. Mais le coup de génie de Gallimard, c'est d'avoir repris exactement les mêmes formats et la même graphie que ces livres dont vous êtes le héros. Alors, avec une petite nuance, c'est-à-dire que vous aviez 3 coffrets, ce qu'on appelait des coffrets de base. Initiation au jeu d'aventure, je crois que ça s'appelait comme ça. Le premier, c'était L'Œil Noir, Initiation au jeu d'aventure. C'était vendu dans une boîte plastifiée qui reprenait le skeuomorphisme triomphant du livre et où vous aviez donc vous aviez marqué un livre dont, c'était un jeu dont vous êtes le héros, avec en haut marqué un jeu dont vous êtes le héros, en dessous il y avait le nom, en dessous il y avait marqué Initiation au jeu d'aventure, la collection en bas, c'était la collection Œil Noir, et quand vous ouvriez cet énorme coffret, en tout cas dans mes mains de petit enfant, c'était un énorme coffret, et vous aviez à l'intérieur des livres format poche. Par contre, autant les livres dont vous êtes le héros m'ont marqué par leurs illustrations, autant dès le début, L'Œil Noir m'avait laissé un peu plus de marbre au niveau illustration. C'était pas top. C'était pas top. Et de toute façon, à la base, l'univers de L'Œil Noir était pas top. Déjà, tu vois, tu parles de Titan et t'as dit ouais, c'est pas l'aventurie. C'est pas mieux. C'est pas beaucoup. C'est pire. Non, en l'occurrence, c'est pire. Tu sais quoi? On fera un numéro spécial Œil Noir, un podcast Œil Noir. L'Œil Noir est aussi il y a un intérêt par contre à L'Œil Noir et parce que ça va nous permettre aussi de parler des jeux de rôle en dehors qu'en France. Et L'Œil Noir, pendant très longtemps, en Allemagne, en Allemagne, t'as 2 jeux de rôle qui ont eu un succès d'édition mais délirant, bien plus d'ailleurs que Donjons et Dragons. C'est L'Œil Noir, qui était le jeu de rôle médiéval fantastique, et Shadowrun. Et Shadowrun, absolument, pour une raison complètement différente, mais oui, tout à fait. Et donc, L'Œil Noir avait ce coup de génie, parce que moi j'appelle ça un coup de génie de la part de Gallimard, c'est que vous pouviez le mettre dans votre bibliothèque, où il y avait tous vos autres livres dont vous êtes le héros, et il ne dépareillait pas, il était au milieu, il y allait très bien. C'était parfait, puisqu'il sortait les scénarios. Et effectivement, les scénarios qui sortent, sortent sous forme de... Parce que vous savez que dans les jeux de rôle, il y a des scénarios, bien entendu, écrits par ceux qui ont fait le jeu, souvent. Et ces scénarios, sortaient sous la forme de poches, de livres de poche, de livres dont vous êtes le héros, mais c'était un scénario pour jouer à plusieurs. Voilà. Tandis que chez Schmitt, c'était des cahiers. En fait, des cahiers, des cahiers, pas le même format. Et alors, je serais très curieux de connaître la guerre éditoriale qui a dû se livrer entre Schmitt et Gallimard. Mais c'était en parallèle en plus. Je sais pas, moi j'étais petit. J'ai jamais rien capté en fait à comment ça se passait. Bon là, je pense qu'il y aura des connaisseurs qui pourront nous dire un peu plus comment on en est arrivé à cette situation-là. En plus, c'est souvent un peu la même chose. C'est que Schmitt, on rigole, mais en Allemagne, c'est un éditeur quand même. C'était quand même un plus gros machin. Donc on va dire c'était les années 80. Ça se faisait en ce temps-là. Voilà. On va mettre ça sous le tapis, tu sais, ça fait un peu ça fait un peu vraiment les vieux schnocks, l'émission des vieux schnocks. À l'époque. C'était à la mode en ce temps-là, voilà. Oh, vous savez comment c'était. Bon, t'as l'impression d'entendre tes parents, qui disent les années 60. Enfin bon, bref. Alors. À titre personnel, je suis content qu'on ait dépassé ça parce que ça fait notamment qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de retrouver des ouvrages, on va dire des jeux de rôle un peu plus anonymes des années 80-90, parce que très souvent c'était soit des petits éditeurs qui mouraient, qui apparaissaient pour ce truc et qui mouraient l'instant d'après, et donc du coup aucune réédition possible. Je pense que retrouver des livres de L'Œil Noir des éditions 80-90, c'est pas compliqué, c'est les vides-greniers, les brocantes, et sinon sur eBay pour des tarifs affolants, quoi. J'en ai quelques-uns, et effectivement, alors j'ai pu en lire. Je crois que j'en ai 3, pour être tout à fait honnête. Un qui était un livre dont vous êtes le héros, d'ailleurs, c'est-à-dire c'était une aventure solitaire, avec des entrées, etc. Mais vous n'utilisiez pas les règles, on va dire, simplifiées des livres dont vous êtes le héros classique, vous utilisiez les règles de L'Œil Noir, donc il fallait que vous ayez les règles de L'Œil Noir à côté pour pouvoir jouer à ce livre, mais ça restait un livre dont vous êtes le héros.
qui était très très mauvais d'ailleurs, et vraiment, je veux dire vraiment Oui, non, par rapport à Livingstone, moi, je me souviens de La Source de la Mort. Eh ben, je crois que c'est celui-là. Ouais, La Source de la Mort, et t'avais une version. Alors moi, j'avais la version. Le fleuve de la mort. Attends. Non, moi, La Source de la Mort. La source de la mort, peut-être, oui, on s'en fout. J'avais la version Schmitt, et j'avais à côté, en bouquin, j'avais La Fille du Calife. Alors pour celles et ceux qui ont eu la chance, entre guillemets, de connaître cette époque de 95, 96, 94, où quand vous étiez adolescent à ce moment-là, vous aviez les parents affolés qui bradaient pour 1 euro de carton, enfin 1 euro, 10 francs à l'époque, de carton de jeux de rôle de leur engeance, de leurs enfants maudits qui allaient probablement, à cause de ça, profaner des cimetières. Donc, si vous vouliez, c'était un moment béni où vous alliez dans les vides-greniers et vous aviez des jeux de rôle et des livres dont vous êtes le héros partout. À des prix stupides, mais vraiment stupides. C'était incroyable. Si tu sentais vraiment la panique morale des parents, c'était non, vas-y, on vend tout, quoi. Avec le gamin en larmes à côté, enfin bon, c'était terrifiant. Et donc, j'ai eu La Fille du Calife et tout, et c'était quand même, j'en ai lu, donc peut-être j'en ai 3 ou 4, je les ai lus, évidemment. C'était quand même très, 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 très mauvais, même pour des scénarios de jeux de rôle. Par contre, le mérite, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens sont arrivés, ont pu découvrir le jeu de rôle par ça. Et puis, c'était la droite ligne, hein. C'était le livre dont vous êtes le héros, j'achète la même chose, merde, qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un jeu de rôle, allez hop, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle ? Avec un peu la même trajectoire, à savoir, tiens, j'ai découvert l'Œil Noir, est-ce qu'il y a des boutiques qui vendent des jeux de rôle ? Bon, voilà, on va pas les nommer, mais bon, à Strasbourg, il y en a qu'une seule, hein. Enfin, il y en a qu'une seule, il y en a d'autres, mais bon, elle est devenue phénoménale par son importance. Tu arrivais en disant, l'Œil Noir, etc. On te jetait un petit regard de pitié parce que voilà, c'était l'Œil Noir et que derrière t'avais toute la collection, et on te collait un Donjons et Dragons, un jeu de rôle en Terre du Milieu, Rollmaster de sinistre mémoire, voilà. Mais c'est vrai que ça a fait que ça a pu servir de porte d'entrée pour certains. Pour moi, c'est vrai, c'est le triptyque, hein, c'est-à-dire le livre dont vous êtes le héros, l'Œil Noir, les clubs de jeux de rôle, etc., qu'on pouvait avoir dans les années 80-90 dans pas mal de lycées, etc., et les grands frères, grandes sœurs, etc., qui jouaient, et à la fin, tout le monde se réunissait dans la boutique de jeux de rôle idoine du secteur, quoi. Pour continuer et finir sur les livres dont vous êtes le héros en tant que tel, et ce lien vers le jeu de rôle qu'on a eu beaucoup, notamment, je me rappelle, alors ça m'a marqué, j'étais tombé dans un vide-grenier sur Seul contre le Wendigo, une aventure solitaire de l'Appel de Cthulhu. Alors, vous le découvrirez ou vous le savez si vous me connaissez, j'aime énormément l'Appel de Cthulhu, mais j'avoue que Seul contre le Wendigo... Alors, tu avais une série qui était pas mal dans les... Moi, m'avait marqué. Bon, à l'époque, j'étais pas Lovecraft, j'y suis arrivé beaucoup plus tardivement. C'était non, c'est pas le Maître du Destin. Comment elle s'appelait ? C'était pas Épouvante, parce que Épouvante, c'était plutôt la Porte interdite, toi tu parles. Voilà, la porte, voilà, c'est ça, les portes interdites. Tout à fait. Livre. Livre. Alors, il y a eu que 2 tomes, mais rien que les illustrations. Alors, on a évoqué l'Œil Noir. Il y avait les Terres de légende. Je voudrais juste revenir dessus. Oui, tout à fait. Les Terres de légende, c'était une série très particulière dans les livres dont vous êtes le héros, puisque tu avais 2 séries qui se différenciaient par l'écusson, la couleur de l'icône qui était un peu différente. Il y en avait un qui était bleu, l'autre qui était rouge. Le bleu, c'était des livres dont vous êtes le héros plus classiques, mais avec cette particularité, on jouait un groupe d'aventuriers de 4 joueurs. Très épais, hein, assez volumineux, un peu comme la série Sorcellerie, un peu membru. Et à côté, donc, il y avait le jeu de rôle Terre de légende qu'on pouvait embarquer. Et typiquement, c'était, on avait mentionné ce que j'appelais moi les jeux de rôle colonie de vacances, puisque très souvent, t'embarquais le bouquin, t'avais besoin à peu près d'un bouquin ou 2, et tu pouvais jouer. Et ce qui m'avait intéressé, c'est que dans cet univers, tu sens que le gars qui a créé donc l'univers des Terres de légende, donc qui est Dave Morris. Il a voulu refaire un peu ce qu'a fait Tolkien. Bon, on va être gentil et pas faire la comparaison parce que voilà. Mais moi, il y avait un truc qui m'avait marqué dans cet univers, c'est que très souvent, t'as toujours un peu la même configuration quand t'as un univers de jeu de rôle. C'est que tu as une carte,
tu as une sorte de chronologie qui remonte de l'aube des temps jusqu'à la période actuelle, et puis après, royaume par royaume. Et chaque royaume présenté plus ou moins comme un isolat les uns des autres. Donc t'as le royaume des elfes, t'as le royaume de machin, l'empire, etc. Donc tout ça, tu le retrouves. Il n'y a pas de problème, tu l'as dans la Terre de Légende. Et puis à un moment donné, t'as le chapitre vie quotidienne. Et alors, les types se sont pris la tête sur des trucs. Et je me souviens que tu avais l'arborescence des langues. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, ton personnage, il parle le commun, il a la langue des elfes, la langue des nains, et puis point barre. Là, le gars, il s'est dit non, Tolkien, il a été sérieux, donc moi aussi, je vais être sérieux. Et donc, les langues avaient des parentèles, comme les nôtres, le français, l'espagnol, etc. Et tu ne pouvais apprendre des langues que si elles étaient proches l'une des autres ou qu'elles avaient une racine commune. Et en fait, c'est assez... Tu pouvais apprendre l'orque que si tu connaissais déjà le gobelin ou l'inverse. Mine de rien, ce petit détail, en fait, ça enrichissait, enfin, c'était bête et absurde, mais ça enrichissait le truc parce que tu voyais, en fait, t'as une langue commune qui est l'ancien ou l'équivalent du latin, et du coup, ça crée une antiquité, quoi, à travers cela. Si je me souviens bien, d'ailleurs, l'épée de légende, pas Terre de légende, l'épée de légende, et ensuite Terre de légende, c'est le jeu de rôle, mais était vendu en tout cas par Gallimard. Lui, ils n'avaient pas refait l'erreur enfin l'erreur entre guillemets, du gros coffret qui pouvait être effrayant de la part de l'Œil Noir. Ils s'étaient vendus sous forme de petits bouquins. Hein. C'était des petits bouquins. Et moi, j'avais acheté l'épée de légende, donc qui était le livre dont vous êtes le héros. Et immédiatement après, quand j'ai vu, en plus, c'était sobrement intitulé le premier Terre de légende, les livres de règles. Puis initiation à la magie, voilà, donc t'avais les 2 tomes, tu pouvais faire tout le truc. Et le dernier tome, c'était intitulé Les Terres de légende, qui était l'Atlas en fait, avec l'histoire, le monde, etc., avec de très belles illustrations. Et il vendait moi franchement, Les Terres de légende m'a vendu beaucoup plus du rêve que l'Œil Noir, parce que t'avais vraiment, tu sentais, voilà, bon, c'était un peu méchant quand je disais on va pas le comparer à Tolkien, mais le Dave Morris a vraiment fait un travail qui, je trouve, est assez de très bonne facture. Il y avait une bonne volonté, quoi. Il y avait une bonne volonté. Il y avait vraiment un cadre qui fonctionnait avec des croisades, des machins, etc. Donc moi j'ai un bon souvenir de ces Terres de légende. Il a été republié, mais en format jeu de rôle. Bon, de manière assez anonyme, parce que bon, pour le coup, face à des univers de jeux de rôle plus costauds, il fait quand même pas le poids, on va être gentil. Mais moi, en tant que gamin, il m'avait beaucoup marqué, quoi. Un peu comme maintenant, d'ailleurs, le triptyque, non, c'est pas un triptyque, enfin quasiment, si. Jeux vidéo, qu'est-ce que c'est que ces CRPG ? Je m'intéresse aux CRPG, ça vient Actual Play, le jeu de rôle, et puis voilà. En fait, on retrouve un peu quand même cette espèce de dévolution chez les gens, ce besoin d'aller un peu plus loin que ce qu'on leur propose. Sachant que tu as encore toujours, faut pas oublier, ce tissu associatif qui en est. Hein. Moi, j'ai été membre d'une association où j'ai fait de l'initiation au jeu de rôle pendant 5 ou 6 ans, et t'avais des jeunes qui débarquaient, comme tu disais, eux c'était le jeu vidéo, ou qui avaient découvert parce que leur grand frère avait gardé dans leur bibliothèque des bouquins, et puis voulaient connaître un petit peu, et puis parce qu'il y avait aussi, faut pas nier, il y a eu les films, Donjons et Dragons. Pour finir vite fait sur les livres dont vous êtes le héros, il n'y a pas eu que Gallimard. Là, on vous a parlé de Gallimard. Il n'y a pas eu que Gallimard. Alors, on ne vous a pas parlé des autres, surtout par charité. Oh, tu es méchant. Je suis méchant, mais je pense notamment... Alors, il y a eu évidemment tout un embrayage, vous vous en doutez, inutile de le citer, tout un embrayage dans les années 80 de livres dont vous êtes le héros, donc comme on a dit thématique, on en a parlé, mais également fait par TSR lui-même. Les quêtes sans fin. Les quêtes sans fin, et où vous aviez carrément... Il reprenait, d'ailleurs, c'était pas si mal, il reprenait... vous jouiez à Donjons et Dragons, mais tout seul chez vous, avec votre livre et votre manque d'amis. Donc, autant vous dire que je les avais tous, et... Et donc, vous aviez ça c'est années 90 même, c'est pas 80, et vous aviez, vous jouiez dans Dragonlance, vous jouiez dans les Forgotten Realms, c'était des livres dont vous êtes le héros. Mais avec les règles de Donjons et Dragons. Ouais, alors ils avaient aussi ils ont eu un problème de réputation aussi, parce qu'il y avait eu des problèmes de relecture en France, et il y en a certains qui étaient vraiment connus pour avoir des boucles.
qui faisait que en fait on t'envoyait au mauvais numéro, voilà, on t'envoyait au mauvais numéro et c'était bloqué. Donc point positif, Donjons et Dragons oblige, il bénéficiait des illustrations, des illustrateurs Donjons et Dragons, avec des très belles couvertures. Magnifique couverture, et c'était quand même complètement autre chose. Mais c'est vrai que c'est passé un peu à l'as en France quand même. C'est arrivé un peu tard, je pense, par rapport à Gallimard qui avait écrasé le marché. Et puis bon, en plus, on parlait aussi du fait que c'était des univers à tropes. Et là, en l'occurrence, on était complètement dedans, quoi. Il y avait ça, et c'était quasiment incompréhensible. Moi, je me souviens notamment de l'épreuve du magicien, je crois que ça s'appelait comme ça, et où en fait, vous jouiez, alors heureusement, j'avais lu le bouquin avant, vous jouiez tout simplement Wrestlin de Dragonlance, personnage emblématique de Dragonlance, et vous jouiez Wrestlin avec son frère Caramon, qui va faire son épreuve de magicien. Sauf que c'était expliqué comme ça. Sauf que si vous n'aviez pas lu, alors pour un Américain, un joueur de jeu de rôle américain, bah oui, il savait ce que c'était Dragonlance, et évidemment qu'il savait qui était Wrestlin et Caramon. Sauf que en France, si vous étiez pas dans le milieu, vous avez 12 ans, je crois que j'avais 11 ans quand j'étais tombé là-dessus, je me retrouve avec ce machin, qui c'est Caramon, qui c'est Wrestlin, j'en sais rien, ce qui leur arrive, je m'en fous. C'était assez terrifiant. C'était un peu bizarre, quoi. On va vite fait évoquer l'horreur absolue, le drame absolu, la saga du prêtre Jean dont je te parlais hors antenne. Voilà. Est-ce qu'on en dit un mot de la saga du prêtre Jean ? En fait, moi, ça s'inscrit dans parce qu'on en avait parlé un peu avant de ces livres dont vous êtes le héros, où tu as eu des éditeurs qui se sont dit tiens, on va faire du pédagogique, on va essayer d'attirer le jeune chaland. Si tu veux, avant. Le livre est un prétexte pour jouer dans un univers médiéval de fantasy. Là, en fait, c'est la médiéval fantasy qui va être un prétexte pour viens découvrir ce monde chatoyant que furent les croisades. Voilà, bon, avec un trait de joie et de bonheur. Hein, bon, on va faire un peu l'impasse. Alors, le point, par contre, autant le pitch, bon, la saga du prêtre Jean, quand tu es historien, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant. Il y a Umberto Eco qui a fait un bouquin dessus. Donc, au Moyen-Âge, il y a vraiment eu... Ouais, qui est très très bon. Donc, on peut tout à fait comprendre que ça peut servir de point de départ. Hein. Je veux dire, voilà, on vous envoie chercher le royaume du prêtre Jean. Tout à fait. Et on peut tout à fait partir du principe que ça va être pris premier degré, c'est-à-dire que ce royaume magique du prêtre Jean existe réellement avec des tas d'aventures pour l'atteindre. Il y a rien à redire. Après, il y a le traitement et il y a l'intention. Et c'est là où ça pose un peu plus problème. Ça pose un problème. Mais la saga du prêtre Jean avait un avantage que n'avaient pas les autres. Un avantage. Alors, c'était naze comme avantage, je préviens tout de suite. Alors, spoiler alerte, je suis désolé, je vous casse tout de suite, ascenseur émotionnel, il avait un avantage, mais c'était pourri. Enfin, c'était pourri, ça ne contrebalançait pas quand même la médiocrité du truc. Et maintenant que j'y pense, d'ailleurs, il avait deux avantages. Un, c'était édité chez Haute Tension. Haute Tension, c'était du très mauvais papier, c'était des très mauvaises couvertures, c'était une colle dégueulasse, mais c'était pas cher. Et ça, c'était très important, surtout quand vous étiez gamin. C'était très important, c'était vraiment pas cher, c'est-à-dire qu'on était quasiment à la moitié du prix d'un Gallimard. Et cet autre avantage aussi que tu allais le retrouver un peu aussi en dehors du monde des libraires, parce que Gallimard, d'accord, on a dit c'était dans les libraires, donc la Fnac et compagnie, mais là tu pouvais même les trouver dans les relais presse de la gare. Donc tu le retrouves, mais d'ailleurs voilà. Moi c'est là où je l'avais acheté, et tu pouvais même les retrouver dans les supermarchés. Voilà. Et donc l'immense avantage des parents qui s'apprêtent à monter dans un train, qui prennent un truc, qui le donnent aux gamins, et puis tiens, voilà. Et deuxième avantage sur ce, d'ailleurs qui parle de ça, c'est que les dés étaient imprimés en bas de la page. C'est-à-dire que ça se jouait avec 2 D6 et vous n'aviez pas besoin d'avoir des D6 avec vous. Il suffisait de tourner les pages très rapidement, au hasard, et vous aviez les 2 dés qui donnaient le résultat de ce que vous deviez donc faire, quoi, de votre action.
Et ça, c'est un avantage colossal. Il faut voir que ça s'adressait, et ça s'adresse toujours quand même, à des gamins, et que, faut être honnête, quand tu as 10, 12 ans, 8 ans, 15 ans, t'es quand même moins à cheval sur l'écriture que quand tu en as 40 balais, forcément, et que tu as lu toute ta vie. Le livre dont vous êtes le héros s'est arrêté finalement... alors j'ai l'impression, parce que quand tu es enfant, évidemment, ça représente... Un an représente un dixième de ta vie, donc c'est colossal. Mais donc ça, t'as l'impression que le temps est très long. Mais le livre dont vous êtes le héros chez moi s'est arrêté assez rapidement et j'en ai acheté après par nostalgie et j'aurais pas dû. Ça s'est arrêté assez rapidement, c'est-à-dire qu'en 2 ans, je pense, je crois que j'ai acheté mes premiers livres dont vous êtes le héros, j'avais 8-9 ans, un truc dans le genre, complètement par hasard. À 10 ans, j'étais déjà en train de lire du Tolkien, du Moorcock et du Lovecraft. J'ai jamais pu retourner sur les livres dont vous êtes le héros. Enfin, je veux dire, c'était pas possible, quoi. C'était plus lisible. En tout cas, nous vous remercions encore une fois pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que Roll You Fool est une émission produite par Studio Carton C qui produit également Pragmastic, qui produit également Tu vas me niquer la batterie et qui produit également le excessivement célèbre Hot Take and Slow Burn. Voilà, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la description, et venir nous dire de quoi vous avez pensé, ce que vous avez pensé de cet épisode sur notre Discord Studio Carton C. Merci encore une fois à tout le monde, et sur ce, à la prochaine.